Cher respect, mes chers amours, j'espère que vous êtes bien là où vous vous trouvez et que la vie vous gâte à sa manière. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant. C'est dans tous les médias presque du monde, sauf pour dire du mal de certains pays, de certaines initiatives. Avant qu'on aille plus loin, je vais tout simplement vous laisser écouter cette vidéo qui sera servie comme l'introduction à cette émission. Bonne écoute. Il y a des pays qui subissent l'histoire et il y a des pays qui décident de l'écrire. Pendant une décennie, le Mali a subi, occupé, humilié, fragmenté, abandonné par des partenaires historiques qui lui dictaient une feuille de route sans victoire. Puis, en 2020, un groupe de colonels mené par une figure silencieuse, Assimi Goïta, a renversé la table. Aujourd'hui, en 2025, le Mali n'est plus le malade du Sahel. Il est devenu un laboratoire, le laboratoire d'une refondation totale. Le Mali courra, le nouveau Mali, n'est pas un slogan, c'est un chantier. Pendant que le monde se concentre sur la guerre, le gouvernement de transition mène une deuxième bataille, plus silencieuse, mais tout aussi vitale. La bataille de la construction. Il ne s'agit pas de colmater les brèches. Il s'agit de refonder l'État sur ses propres termes, les piliers de la nouvelle souveraineté malienne. Alors vous avez constaté, vous avez compris, nous allons parler du Mali. Le Mali qui est le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à se lever contre la malveillance de la France et de tous les pays impérialistes. On l'oublie parce que on sait que l'homme fort de ce pays, M. Assimi Goïta, n'est pas un communicateur, quelqu'un qui parle beaucoup, mais c'est aussi quelqu'un qui agit beaucoup avec énormément de conviction. Vous me connaissez. Je vous ai toujours dit que le respect ne se mendie pas, le respect ne se commande pas. Le respect, on le force. Le respect, on l'impose. Et aujourd'hui, je vous parle d'un pays qui a compris cette leçon, un pays qui a choisi la voie de la dignité, un pays qui dit non. Ce pays, c'est le Mali. Mais vous savez, dans la vie, quand vous commencez à vous tenir debout, quand vous refusez de plier les chines, il y a toujours des forces qui se lèvent pour vous rappeler à l'ordre. Des forces qui ne supportent pas de voir un nègre dire non. Des forces qui ne supportent pas de voir un pays africain regarder son ancien maître dans les yeux et lui dire « L'époque est révolue ». Aujourd'hui, on ne va pas parler de visa, on va parler de quelque chose de plus vital, de plus fondamental. On va parler de l'essence dans le moteur d'une nation. On va parler de cette pénurie de carburant qui frappe le Mali. Et je vais vous dire, moi, cette pénurie, elle n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une crise économique, comme les chaînes qui mentent veulent vous le faire croire. Non, c'est la face émergée d'un iceberg. Un iceberg de trahison, de complot et de lâcheté. Comme je l'avais dit lors d'une de mes émissions, nous avons 3 chefs d'État qui forment l'AES, 3 chefs d'État avec leur style propre et avec une détermination, celle de mettre leur pays sous le chemin de l'élévation, sur le chemin du développement socio-politique et économique. Alors aujourd'hui, nous avons constaté que, la France ainsi que ses cousins ne veulent en aucun moyen laisser avancer les peuples africains partout où ils se trouvent sur cette terre. Cette déstabilisation se fait et on a vécu ça en Haïti amplement depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles, et c'est le même scénario qui est toujours utilisé, réutilisé à tue-tête parce qu'ils croient qu'ils sont investis d'une mission importante sur cette terre qui est de déposséder tous les peuples noirs à travers le monde. Et c'est ainsi qu'ils vont continuer d'essayer de déstabiliser nos pays. Mais avant d'aller là, on va tout simplement écouter parce qu'il faut vraiment que la table soit bien mise. Il faut que vous compreniez aussi ce qu'ils utilisent comme moyen de déstabilisation, ce qu'ils ont fait et qu'ils continuent de faire en Haïti. Je vais vous laisser écouter ces quelques extraits et on revient. Pourquoi la France est autant impliquée dans les coups d'État post-indépendance qui ont lieu dans les différents pays d'Afrique? Est-ce par pur altruisme ou par intérêt économique que la France insiste toujours autant à aider les pays en difficulté politique? Pourtant, tout ça semble changer. On va faire un retour sur cette complicité de la France dans les différents coups d'État et parfois des bains de sang qui en ont découlé. On fera une analyse des raisons qui ont poussé la France à bafouer les droits internationaux et les droits humains pour servir ses propres intérêts. Et enfin, du divorce amorcé entre la France et l'Afrique
et tu verras que c'est pas forcément d'un commun accord. La France a toujours réussi à s'en sortir, mais plus pour très longtemps. Et il n'est pas le seul, hein. Les Français ne sont pas les seuls parce que on a vu que la diplomatie américaine, états-unienne plutôt, hein, parce que Haïti se trouve aussi aux Amériques, mais l'Amérique n'appartient pas qu'à un groupe. Et donc, ils se sont liés comme d'habitude et ils ont décidé de déstabiliser ce pays, premièrement en décidant que, il y a tellement de la pagaille au Mali, il faut absolument faire bouger nos ressortissants parce que en le faisant, naturellement, les gens vont penser que, en effet, il n'y a rien qui vaille, il n'y a rien qui marche au Mali. Ils vont essayer de déstabiliser à travers, comme vous l'avez vu, cette guerre de communication. Donc, on ne parle que des mauvaises nouvelles. Il n'y a rien apparemment de bien qui se passe sur le territoire. Moi, j'ai eu à discuter avec beaucoup de Maliens. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui sont nostalgiques du temps passé, qu'il y a certaines personnes qui veulent absolument aller en élection. Vous allez me demander pourquoi, et c'est aussi ma question. Pourquoi précipiter des élections lorsque le pays est déstabilisé et que le pays n'est pas encore sur les rails d'une sécurité interne et que les choses ne fonctionnent pas comme il le faut, parce que avoir à nouveau et perpétuellement l'ancien maître ne veut pas dire pour autant que nos vies vont continuer à aller de l'avant. On le voit avec Haïti qui, certaines personnes, certains individus ont décidé, eh bien à ce moment-là, on va plus se battre, on va se laisser mener et guess what? Eh bien, nous avons hérité un groupe de terreaux qui terrorise la population haïtienne et quelques individus qui sont à la tête du pays qui n'ont pas la capacité de décider en faveur du pays. Alors, je demande à tous mes frères et mes sœurs maliens qui veulent absolument aller en élection, est-ce que vous pensez réellement c'est ce qui va vous aider à vous développer économiquement? Si ces gens sont restés dans vos pays pendant toutes ces décennies et que vous êtes encore identifiés comme les pays les plus pauvres, les pays les moins prospères, etc., alors pourquoi s'entêter à retourner dans le même système? Je vous pose la question, à vous de répondre parce que moi, j'ai déjà répondu par rapport au peuple haïtien. Maintenant, les clés et les éléments déstabilisateurs qu'ils utilisent incessamment. Donc là, on est en pleine guerre médiatique parce qu'il faut diaboliser, il faut montrer l'incapacité de nos chefs d'État et de nos pays tout entiers. Ils ont utilisé des voisins et malheureusement, l'Algérie. Tu es dans un milieu où tu es bordé par des voisins. Les premiers à intervenir en cas de problème, en cas de difficulté. Vous préférez faire partie du groupe des Is No Good pour déstabiliser les pays de la région. Pensez-vous que vous allez pouvoir subsister? Pensez-vous que en agissant ainsi, vous allez permettre à votre pays de prendre l'essor dont il a besoin pour développer son économie? Les États-Unis se trouvent à des milliers de kilomètres de chez vous, y compris la France. Pensez-vous qu'ils seraient les premiers à être là pour vous sortir de vos pétrins? Rappelez-vous de l'Irak, rappelez-vous de tant de pays qu'ils ont déstabilisés, qu'ils ont laissés dans des problèmes, dans une misère abjecte. Il faut être plus intelligent que ça. On va écouter quelques extraits pour comprendre un petit peu l'apport de l'Algérie dans ce qu'ils veulent faire, dans cette déstabilisation qu'ils veulent mener à tout prix contre les gouvernements de l'AES. On doit constamment demander à tout Algérien, à toute Algérienne, êtes-vous, oui ou non, informé que le régime qui dirige votre pays héberge les principaux chefs terroristes qui ensanglantent le Sahel? Algérienne, Algérien, êtes-vous ou non informé que Iyad Aghali, le chef d'Al-Qaïda, et plusieurs de ses adjoints bénéficient du logement, bénéficient de l'hôpital, bénéficient de la logistique militaire, bénéficient des armes, bénéficient du renseignement chez vous en Algérie? Et on se pose tous une question, celle de savoir, est-ce que l'Algérie sait à quoi elle est en train de jouer? Est-ce qu'elle est en train de peser le poids des conséquences qui vont venir après? En agressant officiellement la République sœur du Mali dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, une agression qui a été reconnue, revendiquée par le ministère de la Défense algérienne qui reconnaît avoir abattu un drone de type Akinci appartenant à l'armée malienne. Ils se sont pas limités là, ils ont aussi fermé leur espace aérien, ils ont fermé leurs frontières aériennes à la République sœur du Mali, étant donné que le Mali fait partie de l'Alliance des États du Sahel, une alliance qui regroupe en son sein 3 pays,
Je veux parler du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Automatiquement, la réciprocité va rentrer en vigueur. Ces trois pays de l'AES ont aussi fermé leurs frontières aériennes à l'Algérie, rappelé dans l'unanimité toutes leurs ambassades qui étaient à Alger. Mais il y a un fait qu'il faut préciser à toutes ces personnes qui pensent que l'Algérie à elle seule pourra gagner cette bataille diplomatique contre ces trois pays. Un fait à préciser, et c'est très important, c'est que l'Algérie partage une frontière de 1376 km avec le Mali. Avec le Niger, elle partage 951 km de frontière. Comment est-ce qu'elle peut s'en sortir dans tout ça? Pour rentrer en profondeur dans les conséquences auxquelles il faut s'attendre, je vous invite à écouter attentivement Dr Franklin Nyamsi dans cette analyse pertinente. Premièrement, il va se passer que si l'Algérie continue à agresser le Mali, il va lui falloir affronter trois armées. Ça, c'est la première conséquence. L'Algérie a constamment utilisé son armée pour mater le peuple algérien. Mais elle ne s'est pas retrouvée depuis très longtemps dans une situation de confrontation avec des armées nationales de pays voisins. L'Algérie risque d'être responsable de chercher à déclencher une guerre continentale africaine. Alors, vous avez vu, ce plan diabolique, ils vont l'utiliser jusqu'à l'arrivée du diable sur cette terre. Donc, un plan diabolique qui va essayer de toucher la faim, la peur, la trahison. C'est ce qu'ils ont toujours fait à travers le monde. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire et qu'ils continuent de faire avec le Venezuela. Donc, imaginez-vous, parce que c'est important de comprendre ça. C'est des gens qui vont t'encourager dans le mal. Et quand le mal va vraiment frapper à vos portes, ils vont tout simplement rester là et te regarder. Ah, eh bien... c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Il faut réfléchir parce que cette déstabilisation qu'ils essaient de faire, c'est uniquement dans l'optique de reprendre les ressources naturelles. Ça n'a rien à voir avec vous. Ils s'en foutent loyalement de votre bien-être. Il faut se regarder dans le miroir, il faut se dire la vérité. Ces gens s'en foutent loyalement de vous. Ils sont là pour une mission, dépouiller autant que possible les ressources naturelles. Ils veulent l'Afrique sans les Africains, tout comme ils veulent Haïti sans les Haïtiens. Ou ils veulent avoir un groupe de personnes dociles, un gouvernement suzerain qui vont être là et qui vont tout simplement être à leur merci et qui vont être dans cette réaction de yes sire, thank you sire, parce que ils veulent se montrer, ils veulent garder cette image de grandeur dont ils n'ont pas réellement. Tu ne peux pas être grand quand tu dépends quasiment totalement des ressources d'autres personnes. Ça n'a aucun sens. Donc, ils utilisent tous ces subterfuges pour garder nos peuples dans cette image-là du quémandeur éternel et de ceux-là qui sont incapables de se prendre en main. Alors qu'ils savent pertinemment, c'est eux qui font tout pour nous mettre dans ces états-là de mendiancité. Et quand un chef d'État dit non, voilà ce qui se passe. Petit extrait. Régis, s'il vous plaît. Les partisans de l'imam Dicko et des cadres politiques devaient faire un front commun pour coordonner cette révolte populaire. Après la réussite du complot, l'imam Dicko devait rapidement lancer des pourparlers avec les terroristes afin qu'ils cessent les hostilités sur les axes routiers. Ce planning devait ensuite permettre à l'imam Dicko de rentrer au pays en héros. Là, vous avez le cœur du complot. L'alliance objective entre les politiciens vendus, les religieux ambitieux et les groupes armés terroristes. C'est le scénario syrien, point par point. Créer le problème, puis se présenter comme le sauveur. Imam Dicko, celui qui devait sortir de l'ombre pour négocier la paix, avec les mêmes terroristes que ses commanditaires ont armés et financés. Il devait rentrer en héros, sur les ruines d'un Mali qu'il a contribué à détruire. C'est ça, le plan. C'est ça, la trahison. Et comment savons-nous tout ça? Parce que les invisibles de l'AES, ces hommes de l'ombre, ces patriotes silencieux du Burkina, du Niger et du Mali, ont déjoué le complot. Ils ont mis la main sur le plan. Ils ont écouté aux portes. Ils ont intercepté les messages. Et ils ont donné l'alerte. Le message se termine par un avertissement et une promesse. Peuple de l'AES, vous comprendrez aisément pourquoi les ambassades de certains pays ont indiqué à leurs ressortissants de quitter le pays. Le ballet médiatique français devrait s'accentuer pour augmenter la psychose et le doute au sein des populations. Les invisibles de l'AES ont déjà pris les choses en main pour sauvegarder la quiétude au Mali. Est-ce que vous êtes prêts à soutenir un pays qui se bat pour sa dignité contre la plus vile des agressions? Et voilà. Le voile est levé. Le plan démasqué. Maintenant, regardons la situation en face, avec les yeux de la vérité. Quand je vous disais que le Mali n'est pas la Syrie, ce n'est pas un slogan. C'est une réalité géopolitique. Regardez ce qui s'est passé en Syrie, divisé pour mieux régner. Armée des rebelles,
pour déstabiliser un gouvernement souverain. Savez-vous que les mêmes réseaux qui approvisionnent les terroristes en armes sont aussi ceux qui bloquent l'approvisionnement en carburant des populations? C'est la guerre économique. Asphyxier l'État pour mieux le renverser. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le Mali aujourd'hui a des alliés solides. La Russie, la Chine et surtout ses frères de l'AES. Les tankers arriveront, soyez en sûrs. Et chaque jour de pénurie artificielle renforce la détermination du peuple malien. Et l'imam Dicko dans tout ça, son rôle est clair, être le visage légitime de la révolte. Alors vous voyez, donc aucun chef d'État ne peut rester debout face à ces gens-là qui utilisent vraiment un satanisme inexplicable pour continuer de nous forcer la main. Nous sommes devenus cette femme-là qu'on force la main, qu'elle soit mineure ou majeure, et qu'on fait fi de ses besoins, qu'on fait fi de sa volonté. Nous ne voulons plus de ça, ok? Et ça doit être clair, et je crois que c'est ce que l'AES est en train de leur démontrer. Il faut qu'on soit visionnaire, il faut qu'on pense à l'avenir. Et ils vont continuer d'utiliser les chevaux de Troie. On les reconnaît heureusement, on les reconnaît. On va passer un petit extrait, mais vous allez voir, ils vont toujours utiliser ces gens-là qui n'ont aucun respect pour eux-mêmes, aucune considération pour leur population et aucun amour propre. Donc, ce sont des gens complexés et qui veulent penser, qui veulent réagir, qui veulent et qui cherchent l'admiration de l'ancien maître et qui sont prêts à vendre leur âme, leur peuple, parce qu'ils veulent que ces gens-là les regardent autrement. Mais ils vont jamais vous regarder autrement. Moi, je vous le dis tout le temps. En ce qui concerne les Yamnaya, il y a certaines personnes qui sont bonnes, qui ont de belles âmes dans la population. Mais en ce qui concerne leur bourgeoisie et leurs autorités politiques, moi, je vais vous dire très sincèrement, c'est comme la meute. Il y en a un ou quelques-uns qui veulent garder ce pouvoir et qui sont prêts à manger, à détruire, à écraser sous leurs pieds toute personne qui seront en face d'eux et qui diront non. Faut faire attention. Et ça, il faut bien le comprendre. Et c'est pour cela qu'on a peine à se sortir de là parce qu'on a parmi nous des traîtres, on a parmi nous des sous-hommes, on a parmi nous des individus qui veulent vivre dans l'ombre de certaines personnes qui s'en foutent loyalement de leur bien-être et de qui ils sont. Ce qui est extraordinaire, c'est que le peuple malien, tout comme les peuples nigériens et le peuple burkinabé, eh bien, ils ont compris que tout va passer et leur développement dépend totalement, dis-je bien, de leur capacité à saisir les subtilités politiques, à comprendre la géopolitique et à comprendre et à être en synchronisation avec leur chef d'État. Et c'est pour cela que le peuple malien reste debout. Ils ont dit, on va tout simplement commencer avec la peur, on va s'assurer que ces gens n'ont pas le gaz, l'essence, et puis là, ça va être le bordel. C'est ce qu'ils ont fait avec Haïti et c'est ce qu'ils ont utilisé parce que le coup d'État a eu lieu en 2004, en 2003, donc toute l'année de 2003, pour arriver à avoir la sensibilité, la peur, l'indignation du peuple haïtien en créant, ils sont forts à ça, en créant certains groupes comme quoi c'est des initiatives citoyennes contre le gouvernement d'alors pour arriver à leur fin. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est une stratégie la plus simple, couper certaines ressources au pays et le peuple du coup se met debout et décide de tout foutre dans l'air. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils essayent de faire au Mali. Moi, je dis, et je vais toujours le rappeler, je n'ai aucun problème avec un système qui ne fait pas l'unanimité. Pourvu que ce système-là se mette debout et décide corps et âme de se mettre au service de leur population. Parce qu'on en a marre. On en a marre de regarder ces médias qui nous définissent, qui nous dessinent comme des peuples incapables, comme des sous-hommes, comme des personnes qui ont la corruption dans leur ADN, alors que ce sont eux qui alimentent tout ça, ce sont eux qui font en sorte que nos pays n'arrivent pas à avancer. Alors la population malienne se dit, on va rester derrière, on va se ranger derrière notre leader du moment, Assimi Goïta,
Et on a vu que le FAMA ainsi que les chauffeurs, les camionneurs décident de prendre les choses en main et d'amener l'essence là où ils doivent l'amener. Alors un petit extrait important à écouter parce qu'il faut voir que avec les ressources réduites, ils sont capables de faire plein de choses. Et ça demande vraiment toute une stratégie, toute une manière en fait de bien ficeler ce convoi-là jusqu'à destination. On écoute cet extrait-là. Important. Régie. Donc le Mali s'est engagé dans cette voie-là aujourd'hui et au contraire, les autorités sont même soutenues. Il y a une organisation qui se met en place pour gérer cette crise. On ne nie pas que la crise est réelle. La crise est pertinente, elle est réelle. Aujourd'hui, le peu de carburant qui rentre est distribué entre l'administration, le transport en commun, mais également avec les usagers particuliers qui s'en approvisent. Et il y a l'État qui doit fonctionner. Et pour que les élèves aillent à l'école dans des bonnes conditions. Mourir pour la bonne cause, tel est aujourd'hui le mot d'ordre des conducteurs de citernes qui ravitaillent les pays en hydrocarbures. Des citernes brûlées ou criblées de balles, des chauffeurs et des apprentis chauffeurs exécutés par des terroristes, les spectacles laissent sans voix, mais n'entache en rien le moral ici. Exposés à tous les dangers terroristes sur les routes, les conducteurs de camions-citernes n'ont que leur volant pour se défendre et arriver à destination. Car pour eux, les Maliens ne doivent pas manquer de carburant. Donc on dit, la dignité n'a pas de prix. Quand tu crois que tu as le droit de vivre comme du monde, eh bien tout devient possible. Il suffit d'avoir la détermination et une vision claire pour nous amener là où on doit être. Et en faisant tout ce tapage-là, en essayant de contrer la volonté et l'essor de l'AES, eh bien ce qu'ils sont en train de faire aussi, c'est de pousser ces hommes-là à aller vers d'autres alliances, à développer d'autres liens. Et en voulant faire d'eux des martyrs, parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire, eh bien, il y a certains pays qui se disent, tiens, il faut qu'on analyse de près, de plus près, les conséquences de ces manigances-là. Et c'est ainsi que certains pays, comme l'Égypte, décident de se mettre du côté de l'AES et de se dire, eh bien, nous allons vous supporter, qu'advienne que pourra, parce qu'à un moment donné, si toutes nos régions sont prises au piège et qu'on a ces terreaux qui nous terrorisent du matin au soir, eh bien, à un moment donné, aucun d'entre nous ne sera en sécurité chez lui, chez elle. L'Égypte, première puissance militaire d'Afrique, s'engage à soutenir les 3 pays de l'AES, Mali, Burkina, Niger, dans leur combat commun contre les terreaux. Le Caire continuera à leur fournir tout type d'aide, a fait savoir le ministre égyptien des Affaires étrangères. Mais ce rapprochement cache surtout une dynamique bien plus large, celle de l'axe Égypte, Libye, Moscou, AES. Depuis plusieurs années, la Russie tisse sa toile sur le continent, capitalisant sur le rejet croissant de l'impérialisme occidental. L'Égypte, partenaire militaire historique de la Russie, joue donc un rôle de relais stratégique. L'Égypte pourrait aussi servir de pont logistique. Tout peut transiter par cette voie nord-africaine, et ce n'est pas un hasard si cette visite se fait au moment où l'Occident panique face à la montée en puissance de l'AES. Donc, il faut absolument qu'on devienne plus intelligent que ça et qu'on décide de sauvegarder, de maintenir une certaine paix, voire carrément en finir avec ces conneries-là et regagner la paix totale au sein de cette région. Et on espère vraiment, comme l'a dit le professeur Niamsi, que l'Algérie sera beaucoup plus intelligent que ça et que le peuple algérien va pousser son gouvernement à se reprendre en main. Alors, je vais vous laisser sur cet extrait du professeur Niamsi par rapport au rôle que joue l'Algérie et des conséquences possibles pour son entêtement. Quand on passe tout son temps à vouloir déstabiliser les autres, on finit par renforcer ses ennemis intérieurs et par se diviser soi-même. Le régime algérien qui passe son temps à héberger les terroristes va finir par imploser sous la sédition des groupes criminels qui prospèrent sur son sol. Comme on l'a vu en Libye, le guide libyen Muammar el-Kadhafi avait commis l'erreur en son temps de tolérer sur le sol libyen la prospérité de nombreuses milices qu'il croyait au service éternel de son régime. Mais les milices ont une tradition de mercenariat telle que elles s'offrent toujours aux plus offrants et elles sont opportunistes. Elles changent comme des girouettes. Tous les groupes criminels que l'Algérie entretient sur son sol
finiront par retourner les armes contre l'Algérie. Alors que dire? Que dire? Je pense que lorsque quelqu'un veut tout faire pour te déstabiliser, pour te mettre hors d'état d'élévation, pour t'empêcher d'atteindre tes objectifs, pour t'empêcher d'atteindre ton plein potentiel, la seule chose à faire, c'est de rester vraiment focus, de garder le chemin qui est déjà tracé et de répondre par les actions. Et je crois que c'est ce que le gouvernement malien est en train de faire, ainsi que leurs alliés, les anciens et les nouveaux alliés. Ils continuent d'agir en conséquence et ils continuent de faire tout ce qu'ils peuvent pour justement sauvegarder leur paix intérieure, leur capacité de développement et d'aller vers des chantiers qui vont amener des résultats probants pour et en faveur du peuple malien, dont la sécurité, le contrôle des ressources, la nationalisation de ces ressources-là, la création de la raffinerie, la centrale solaire et plein d'autres initiatives qui sont en train de développer, qui sont en train de pousser vers l'avant. Donc le peuple malien, je vous dis sincèrement, restez concentrés, restez solidaires. Vous avez compris qu'il n'y a aucune bataille qui ne soit facile. Il faut la détermination. Il faut comprendre les éléments déstabilisateurs qu'ils utilisent depuis des décennies, depuis des siècles sur nos populations. Beaucoup de nos chefs d'État ont accepté, avaient collaboré avec eux en pensant qu'ils allaient les laisser tranquilles, qu'ils allaient les laisser développer leur pays. Ils se sont lourdement, grandement trompés. Je crois que ces trois leaders de l'AES ont compris, comme Jean-Jacques Dessalines avait compris, contrairement à notre grand frère, le Legba haïtien Toussaint Louverture, qui avait dit, eh bien, nous allons continuer de collaborer, de négocier avec eux. Quand ces gens-là n'ont pas de moralité, quand ces gens n'ont pas de vertu, tu ne peux pas rester tout le temps à négocier. À un certain moment, il faut dire, comme on dit en créole, dit diable bonjour, la manjo, pas dit bonjour, la manjo, alors sous dit diable là, alors vous en. Alors c'est ça qu'il faut dire à un certain moment. Et Jean-Jacques Dessalines l'avait compris. Il avait compris que ces gens ne vont jamais négocier. Et s'ils négocient, ce serait par la traîtrise et ce serait de mauvaise foi. Donc il a dit, plus jamais de négociation. Nous allons rester debout, nous allons faire notre pays et ça va bénéficier le peuple haïtien. Et c'est ce que vos chefs d'État sont en train de faire. Ils sont en train de changer la donne, ils sont en train de modifier la géopolitique. Ils sont en train de dire, foutonnez, non, on ne veut plus de ça. Nous sommes des êtres humains, nous sommes tout aussi importants que vous et la vie de nos femmes, la vie de nos enfants, la vie de nos aînés importe grandement. Alors nous allons rester debout, advienne que pourra, que ça soit difficile ou pas, on va rester debout. Donc soyez lucides et restez lucides. La bataille est rude, elle est difficile, il y a quelques manques que vous allez avoir, mais dites-vous que ce sera pour un temps, un laps de temps. Parce que quand la volonté est là, quand l'envie et le besoin de se mettre debout se fait sentir, eh bien, il n'y a rien, je dis bien, il n'y a rien qui puisse vous l'enlever, si ce n'est vous. Donc, soyez forts. Et je vais vous dire très sincèrement, vous inspirez beaucoup de gens et vous continuez d'inspirer le peuple haïtien, vous continuez d'inspirer les Malgaches. Je les vois encore dans les rues. Ils continuent la bataille parce que ce n'est pas seulement de mettre un président à la tête ou de mettre une personne à la tête comme leader. Le combat va continuer parce que quand vous voulez faire un changement pérenne, eh bien, sachez que ça va être très difficile. Comme on dit souvent, quand tu te lances dans une bataille, dans une guerre, il ne faut pas avoir le souffle court. Parce qu'aucune bataille sur cette terre n'est facile. Alors, comme vous avez vu, tous les détails sont là, toutes les informations, vous en avez. Heureusement que les médias sociaux existent. Et donc, ça permet maintenant à nos pays d'avoir d'autres voies médiatiques et de faire passer des communications. Ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas bons, parce que c'est ça la nature humaine. Mais quand tu vois les pépites d'or, les pépites d'humanité chez quelqu'un, eh bien, on a cette obligation de supporter ses élans. On a intérêt à supporter son travail parce qu'on en a marre de voir nos leaders se faire marcher dessus.
On en a marre. On a une responsabilité collective qui est d'aller dans la voie du développement socio-économique et politique, voire spirituel. Alors sur ce, je ne vais pas rester là à vous prêcher. Vous comprenez la chose, vous comprenez les dessous de toute cette méchanceté gratuite qui continue chez ces anciens colons. Et on va continuer aussi à leur dire non. Non, non, non. Alors, j'espère que vous avez été édifiés. La lutte continue, on ne lâche pas parce que c'est le temps de vivre dans la dignité. C'est le temps de vivre dans la justice et dans l'élévation. Pensez à nous élever, pensez à devenir grand, pensez à devenir fort, pensez à devenir des êtres humains qui se tiennent debout. Alors, merci d'avoir été là, merci d'avoir suivi du début jusqu'à la fin de cette émission-là. Je vous le dis très sincèrement, la chaîne reste amiante, donc ça veut dire que vous ne faites pas ce que vous devez faire. Je vais vous le rappeler, partagez, commentez les émissions et surtout, encouragez vos frères et vos sœurs à s'abonner sur la chaîne. Je ne veux pas dire plus que ça. Vous connaissez la chose. On se quitte toujours dans l'amour et dans la fraternité, dans la sororité. Alors je vous dis tous, Kembe Jam, Palagé. Bisous, beaucoup d'amour et à la prochaine émission. Ciao, 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 ciao. Yes!